Et nous arrivons à la dernière communication avant la conclusion de Monsieur Lantieri. Alors, c'est Sybille Faca. J'ai vraiment plaisir à l'accueillir. Elle est académicienne. En plus, c'est ma voisine de bloc opératoire. Je la vois toujours à travers le hublot. Et puis, elle s'investit beaucoup dans la prise en charge des femmes chirurgiennes et je la remercie beaucoup. Rapidement, une présentation. Sybille Faca est professeur d'université à Strasbourg, chirurgien de la main, elle est chef de service. Elle s'occupe de la robotique, de la super microchirurgie, la fluorocéine, réalité augmentée, réalité virtuelle, l'enseignement, l'innovation, le futur. Bravo. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le modérateur. Donc, on m'a invité à parler sur l'innovation dans les techniques de microchirurgie appliquées à la fois à notre pratique chirurgicale, mais également à l'enseignement. Alors, je ne pourrais pas être exhaustive, j'ai préféré me concentrer sur ce que je maîtrise un petit peu. Donc, effectivement, dans nos trois missions, on est, en tant qu'universitaire, amené à faire de l'innovation, c'est ce qui nous motive. Et pour moi, l'innovation nous permet de, au final, gagner du temps. Il faut savoir choisir les bons outils, à la fois pour opérer, mais aussi pour apprendre aux plus jeunes, tout en n'oubliant pas que arrive le numérique ou l'intelligence artificielle et que ce sont des outils aussi qu'il va falloir intégrer dans nos pratiques et dans l'enseignement. Alors, en microchirurgie, il y a beaucoup de choses qui nous permettent d'innover et certains points sont importants. Technologiquement, on a des microscopes qui sont de plus en plus performants. Le robot nous permet d'être un chirurgien à plusieurs bras, pardon, voilà, de limiter, voire annihiler complètement le tremblement, d'avoir une rotation, en plus, notre poignet ne tourne pas à 360 degrés, de faire l'endoscopie, et puis arrivent des simulateurs de plus en plus biomimétiques, qui peuvent même être imprimés en 3D. On peut opérer à distance, etc. Enfin, la technologie, il faut s'en emparer, et puis elle est plus ou moins applicable. En point de vue pratique, on est quand même le 5e pays au monde à faire de la chirurgie robotique, toutes spécialités confondues. Ça nous permet, le robot chirurgical, donc, de contrôler ce tremblant qui est certes physiologique, mais qui parfois, quand il est un petit peu exagéré par la fatigue ou autre, c'est bien qu'il soit complètement absent. Ça nous permet aussi d'augmenter la précision de notre geste, mais bien sûr, il y a des inconvénients comme la cour d'apprentissage et puis bien sûr le coût. Alors, mon maître, professeur Livernon, a été un des pionniers en chirurgie robotique appliquée à la main. Vous voyez, 2008, on avait démarré pour voir un petit peu la faisabilité à l'IRCAD par donc une étude expérimentale sur le cochon. On a fait avec 2 robots une réimplantation de pattes de cochon. Alors, il y a le geste d'ostéosynthèse, et puis il a été fait manuellement parce que les bras du robot ne sont pas conçus pour faire de l'ostéosynthèse. Il n'y a pas de moteur ou tournevis. Par contre, tout le temps microchirurgical, et même la peau, ça a été fait. Les dissections, la suture. Ça a été fait avec le robot d'Avinci et donc une patte qui était au lâcher de garrot totalement reperfusée. Après, on est passé sur l'humain avec la procédure d'Oberlin, c'est-à-dire l'utilisation de fascicules unaires pour réinnerver le biceps. Donc, avec une procédure totalement endoscopique, vous voyez, avec je vous ai mis une photo du champ opératoire, le chirurgien qui est à distance dans sa console et pas lavé dans le champ opératoire. Tous les gestes, là aussi, l'électrostimulation, la section des fascicules nervulaires, la suture microchirurgicale, le collage, tout ça ont été faits avec les différents bras du robot et les pinces. L'un des avantages de la robotique, ça a été surtout le prélèvement, enfin,
procédure endoscopique. Là, je vous ai montré au niveau du thorax, quand même la différence au niveau cicatrice pour prélever des nerfs intercostaux. Alors, bien sûr, on a fait ça avec l'aide des chirurgiens thoraciques sous thoracoscopie, mais c'est vrai que la rançon cicatricielle est quand même complètement différente pour ensuite aller utiliser les greffons intercostaux pour la réanimation des plexus brachiaux. Alors, nous, on n'a pas le Simani, qui est un nouveau robot vraiment dédié à la microchirurgie, parce que le Da Vinci, il n'a pas été, toutes les autres spécialités chirurgicales, notamment les urologues, en premier l'ont utilisé, il n'a pas été conçu pour faire la microchirurgie. Celui-là, robot, si, c'est vraiment un robot microchirurgical. Et donc, il y a eu une première, là, fin de l'année 2024, qui a été faite par un ORL sur Reims, avec un lambeau libre de la face suite à un cancer ORL. Et donc, vous voyez le chirurgien qui, là, avait un microscope en 3D. Donc, on oublie le microscope classique, assez encombrant dans le champ opératoire. Là, la vision se faisait sur un écran avec des lunettes 3D. Et donc, voilà, il y a des équipes qui commencent ce genre d'utilisation et qui vont poursuivre le développement. La fluorescence aussi, hein, en pratique, permet certaines spécialités, notamment de repérer les vaisseaux. Là, c'était pour enlever une tumeur sur un rein en endoscopie sous robotique. Après le robot, il y a aussi, ben, bien sûr, maintenant, l'évaluation des risques préopératoires. On peut créer des jumeaux numériques des patients hein, quand on sait que on va avoir des difficultés de dissection avec des problèmes vasculaires ou ou nerveux. Après, enfin, ou pendant le bloc opératoire aussi, hein, maintenant, on commence à associer la navigation, le couplage avec, bien sûr, l'imagerie, le guidage aussi des instruments. Voilà, donc, les choses arrivent, elles existent pour la macrochirurgie. C'est en train d'être développé pour tout ce qui est microchirurgie. Alors, à quand le robot autonome hein, il y a des robots hein, actuellement qui par exemple, arrive à mettre des implants dentaires tout seul. Alors, le dentiste est en salle, hein, mais c'est le robot qui fait tout de A jusqu'à Z. Donc, là aussi, il y aura sûrement des développements à faire. Deuxième partie, c'est sur l'enseignement, la microchirurgie. Et là aussi, il y a pas mal de choses qui bougent. Alors, je vous présente d'abord un petit état des lieux. L'enseignement de la microchirurgie, en France, il est très transversal. Il nous concerne à tous. Donc, vous voyez, c'est essentiellement les plasticiens et puis ensuite, en deuxième partie, les orthopédistes qui s'occupent de ces enseignements, mais aussi les neurochirurgiens et puis les maxillofaciales. Il y a donc pas mal d'étudiants de toutes spécialités confondues, et on en oublie, on a même des dentistes, des vétérinaires, des biologistes. On n'arrive pas hein, à tous les prendre, on a des listes d'attente. Et puis on a d'autres difficultés, notamment financières, même si les DU de microchir sont chers. On n'arrive pas à financer, renouveler le parc des microscopes. Le consommable est aussi assez cher, hein, le fil, même les nouveaux simulateurs. Et puis des problèmes réglementaires, hein, notamment avec les services vétérinaires. Moi, depuis quelques années, j'ai dû arrêter l'enseignement sur l'animal. Et je ne fais que sur simulateur. Et la législation européenne ne va pas dans le sens de pouvoir poursuivre l'enseignement sur l'animal. Alors, il y a 4 niveaux hein, qui ont été décrits dans l'enseignement de la microchirurgie. Le gold standard, ça reste pour l'instant, bien sûr, le rat, mais je vous rappelle qu'il faut quand même essayer de réduire le nombre de rats utilisés et puis de, si possible, remplacer l'animal. Il y a pas mal de simulateurs. Alors, je vous parlais du robot qu'on peut utiliser au bloc. Et bien sûr, il y a des simulateurs de robots d'Amassi. Là, je vous ai mis un autre type de simulateur, c'est pour la cataracte. Et puis, niveau 2, vous avez des simulateurs qui sont donc là physiques. Alors, il y en a un qui est très utilisé, c'est l'anneau, et le Konnyaku qui est vraiment pas cher. Vous trouvez au rayon diététique, il a 1 ou 2 euros. Il est stérile, c'est du double emballage, donc on peut même
entre deux blocs, l'utiliser dans un bloc opératoire. Il faut le tubuliser, donc une certaine dextérité, si on, donc, on veut l'utiliser comme un vaisseau. On avait fait des études biomécaniques dans le laboratoire et on a fait des tests de traction. Et en fait, une fois tubulisée, la paroi est assez similaire dans le comportement à des parois de veine. Et donc, c'est un beau modèle assez simple et écologique. Bien sûr, il y a d'autres modèles plus compliqués qui existent et qui sont produits par des sociétés, hein, mais du coup, qui sont un peu plus chers. Puis, on fait de la recherche aussi pour avoir des simulateurs un peu biomimétiques, parce que le problème de tous ces simulateurs, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de plaquettes à l'intérieur, il n'y a pas de thrombus, voilà. Et donc, il n'y a pas non plus un vaisseau, vous savez bien, il y a trois couches, un timin, un média, etc. Pour l'instant, on en est encore loin, mais bon, pour démarrer, en tous les cas, c'est quand même assez intéressant. On essaye aussi, je vous ai montré tout à l'heure en pratique, arrivent ces microscopes qui font la super microchirurgie avec des gros grossissements et puis ces lunettes en 3D. Donc, on essaye aussi d'apprendre aux étudiants à ne plus regarder directement dans les loupes du microscope, mais sur un écran, parce que c'est voilà. Alors, en fait, on le fait assez naturellement quand on fait de la cystoscopie, l'arthroscopie, mais le microscope, bah, vraisemblablement, il va évoluer vers ça aussi. Et puis, on travaille avec une start-up, là, Insimo, qui développe avec nous donc, des simulateurs, notamment la micromontre qui permet aussi de s'entraîner et qui donc mettent au point, en fait, on leur donne des formules à mettre en place et donc des exercices pour des étudiants avec bien sûr une courbe d'apprentissage qui est mesurée parce qu'il faut évaluer cet apprentissage, c'est important. Il faut publier ces évaluations pour avoir des évaluations quand même standardisées parce que dans les DU, il n'y a pas toujours une homogénéité suffisante. Et enfin, pour terminer, ben, on utilise bien sûr les moyens modernes hein, pour enseigner. On a des plateformes. Les étudiants ont accès à des cours donc, transdisciplinaires sur Internet avec des vidéos qui leur permettent d'apprendre. Et puis des forums aussi, ça c'est important, les forums, parce que les jeunes puissent discuter avec des gens plus expérimentés de leurs problématiques. Et on va également aussi mettre en place la pratique délibérée, qui était déjà présentée ici par la professeure Liverneau, pour la microchirurgie, hein, pour que voilà, les jeunes puissent progresser grâce à la correction des plus anciens. On voudrait également développer un DU européen de microchirurgie parce qu'on se rend compte que, je vous disais tout à l'heure, moi je ne peux plus faire d'apprentissage sur l'animal à Strasbourg, mais dans d'autres villes, d'autres pays, c'est plus facile. Certains ont plus facilement accès au laboratoire d'anatomie, au simulateur. Et donc, il faut qu'on unisse nos forces pour pouvoir continuer à apprendre aux jeunes ces techniques qui sont utilisées par tous. Il va falloir pas louper certains virages, hein, donc continuer à faire de la recherche voilà, pour utiliser le robot, la vision en 3D. On sera obligé de réduire de toute façon le modèle animal. Il va falloir aussi apprendre à distance. Là, je vous ai mis une étude sur les simulateurs pour la cataracte. Ça permet d'apprendre à des ophtalmos en Afrique à opérer la cataracte. C'est des endroits où ils ne sont pas assez formés et en France aussi. Voilà. Et c'est apparemment un problème de santé publique. Voilà. Et donc, il y a pas mal de choses à faire. Et puis, on développe les simulateurs aussi. On a quand même des problèmes aussi bien pour opérer que pour enseigner de coûts parce que les consommables coûtent cher, les microscopes, même le microscope d'enseignement coûte cher. Et vous le savez, on a quand même, notamment dans les facs, pas beaucoup d'argent. Mais bon, il faut unir nos forces. Voilà. Bravo Sybille, je crois que les ophtalmos veulent te poser des questions. Tu les as un peu titillés. Oui, alors pas du tout. C'était c'était très intéressant. La simulation, effectivement, pour apprendre la chirurgie, la cataracte, c'est devenu, bon, à Strasbourg, il y a Tristan Boursier, je crois qu'il s'en occupe beaucoup. Et donc, alors, dans les simulateurs, c'est le problème du retour de force qu'on doit avoir quand on fait une incision, etc.
Alors, il y a une question par rapport à l'animal, l'utilisation d'animal pour apprendre à opérer. Au départ, quand j'apprenais la chirurgie de la cataracte, j'allais chez le boucher. C'était au début de la phacoémulsification, ultrason. J'allais chez le boucher et je lui demandais de me réserver des yeux d'animaux, donc qui récupéraient. Et moi, le dimanche, j'allais travailler avec des yeux d'animaux. Alors la question, c'est peut-être une question stupide que je vais vous poser, mais pourquoi on n'utilise pas les animaux qui sont utilisés, par exemple, pour l'alimentation, etc. Alors, on utilise par exemple les cuisses de poulet. Les cuisses de poulet sont des bons modèles puisque ça permet de disséquer. Les vaisseaux sont assez petits au niveau du fémoral. Mais par contre, c'est mort, donc il n'y a pas de circulation. Voilà, on a essayé un petit peu de développer des pompes extra-corporelles en injectant des liquides avec la viscosité. Mais bon, c'est un petit peu compliqué. Mais si, on utilise. Mais par contre, en ophtalmo, puisque mes collègues d'ophtalmo participent au DU, moi, je pensais, enfin, je leur ai posé la question, vous allez venir, on va vous commander des yeux de bœuf, etc. Ils disent non, non, en fait, ils ont des modèles, des yeux synthétiques qu'ils utilisent et qui ont l'air d'être des modèles assez performants enfin, qu'ils utilisent en tout cas pour l'apprentissage, aussi bien en microchirurgie que pour les futurs ophtalmologues. Des yeux synthétiques. Ouais. Jean-Claude, qui a une Oui, question qu'au non, final. j'ai pas qu'une question, je voudrais vraiment la féliciter et dire que bon, tout ce qui se fait à Strasbourg est formidable un petit peu dans ce domaine-là et on travaille beaucoup avec. Un petit mot sur Insimo, parce qu'Insimo est très bien placé sur le plan mondial et même s'il ne vend pas son matériel, ses solutions logicielles sont dans la plupart des simulateurs internationaux actuellement. Et puis, je voulais dire pour le dentaire, je veux dire l'implémentation dentaire commence à se faire. Je veux dire, il y en a une start-up là, qui démarre bien en France qui le fait. Les Chinois sont très avancés avec des implémentations complètes. Et il y avait quelque chose de très amusant. Il y avait une vidéo sur laquelle, à côté d'un centre d'électronique, à l'hôpital, la simulation, il y avait une réimplantation totalement automatique, je veux dire, des implants. Et on a interviewé à la fois l'ingénieur et le chirurgien. Et le chirurgien disait, ben voilà, c'est extraordinaire, on a un gigantesque pays, voilà, comment est-ce qu'on va faire avec le robot, on va pouvoir le faire. Et puis après, il ajoutait, et puis on va tellement éliminer d'erreurs médicales ou chirurgicales. Et il nous reste une super micro-question. Merci, Madame la Présidente, et merci beaucoup à l'orateur pour sa merveilleuse présentation. Oui, micro-question, c'est de la microchirurgie, donc on va aller dans le même sens. D'ailleurs, j'ai été opéré de l'œil d'un grand décollement de rétine en oui, chirurgie. Bref, d'une part, je voudrais quand même qu'on soit conscient que la ville où vous êtes continue d'avoir le premier laboratoire de chirurgie expérimentale d'enseignement mondial sur animal. Ce n'est pas ma question. Ma question, c'est que vous avez souligné que le robot Da Vinci n'était pas très adapté, c'est une évidence. Alors ma question toute petite, c'est comment avec le robot Da Vinci, ses bras, ses pinces, manipulez-vous les 9 zéros et 10 zéros qui sont classiques en microchirurgie? Alors, il y a quand même des pinces Micro Diamond qui sont vraiment toutes petites et qui permettent de manipuler du fil 10-0. La seule chose, c'est que on ne peut pas du tout, surtout quand on n'a pas de retour haptique, on ne peut pas, en fait, il ne faut pas tenir et l'aiguille et le fil, puisque sinon, là, ça casse. Donc, ces habitudes, voilà, on ne manipule que l'aiguille, on ne touche jamais le fil, mais avec ces pinces adaptées, on ne tord pas les aiguilles, on arrive, ouais, même de 10-0. Il ne faut pas passer en dessous. Question courte. Avez-vous connaissance d'équipes microchirurgicales qui opèrent avec le robot? Oui, il y a deux robots, les robots Simani, il y en a deux installés. Il y en a un qui est installé à Reims, et il y en a un autre qui est à Thonon. Mais actuellement, le problème de ce robot, c'est qu'il est limité uniquement à faire les anastomoses.
et qu'il n'est pas associé à un système de visualisation. Donc, l'investissement, qui est un truc, ils vendent le robot, mais ils ne vendent pas la visualisation à côté. Et donc, ils le vendent comme étant, alors le robot et tout, c'est fantastique et tout, mais il faut acheter en plus le truc. Et donc, c'est un investissement pour avoir un microscope qui fasse à la fois exoscope, microscope, c'est 450 000 euros. Et quand il faut acheter un robot de Simani, c'est le prix, ils essayent de faire les prix, mais on est à quelques centaines de milliers d'euros. Donc, c'est un investissement de 1 million d'euros pour un hôpital. Ils vont nous dire, ouais, mais pour faire quoi? Parce que vous allez faire la même chose et vous le faites. Alors, peut-être qu'il y a des domaines comme les lymphatiques. Donc, on pourra peut-être faire une séance sur le sujet où ça peut être intéressant. Mais le problème du lymphatique, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas où c'est, on ne sait pas comment ça marche. Mais tout le monde veut faire de la chirurgie dedans. L'anatomie, quand on regarde Rouvière, l'anatomie, il y a 3 pages sur le lymphatique. Et c'est encore un énorme domaine. Je pense qu'on pourra faire une séance, la présidente va faire une séance sur les lymphatiques, sur la chirurgie des lymphatiques et ce que ça peut apporter et la chirurgie du lymphodème. Oui, les coûts sont importants. Nous, on nous a dit non hein, pour l'équipement avec les Simoni. Même si on a fait un projet transdisciplinaire avec les autres spécialités, mais c'est trop cher. Il faut qu'on s'arrête, Jean-Pierre. C'est juste, je peux même toute petite alors. C'était juste, Tristan Boursier, je crois, est connecté avec une société américano-indienne pour faire la simulation. Ils ont des systèmes de simulateurs et d'évaluation. Mais c'est ici, là. Eh ben, on va faire une conclusion. Je dirais microchirurgie, macro-résultat. C'est un peu ce qu'on peut dire. Moi, quand j'étais interne, on disait microchirurgie, micro-résultat, excusez l'orthopédiste, et nous, on répondait montage rigide, montage solide, esprit rigide. C'était un peu ça. Mais merci, je crois que c'est important de voir cette transdisciplinarité. Je pense que la microchirurgie reconstructrice a encore toute sa place. Merci d'avoir conclu sur l'enseignement. Merci, Michel, d'avoir. C'est important parce que c'est difficile de se dire que est-ce que derrière, on va avoir des gens qui vont le faire, en particulier dans ma spécialité qui est la chirurgie plastique, où il est plus facile d'aller en ville faire 3 injections de Botox que de passer 6 heures à faire un lambeau libre pour un prix bien plus supérieur. Et puis en plus, on ne se lève pas la nuit pour les reprendre. J'espère qu'on pourra faire d'autres séances sur des sujets peut-être plus spécifiques pour la reconstruction mammaire où il y a la microchirurgie. Là, on a fait quelque chose de transversal. Voilà. Et donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance, Madame la Présidente. Je vous laisse la parole. Avec plaisir. Et si l'Académie nationale de chirurgie peut vous aider dans les différents combats que vous menez, on s'y associe avec plaisir et intérêt. En tous les cas, merci pour cette magnifique session.